Donc déjà, je voudrais remercier tout le monde d'être connecté aujourd'hui. Donc, c'est la deuxième édition de ce webinaire spécial infirmier. Donc, notre vocation, c'est vraiment de faire découvrir un peu notre GH, nos spécialités, également nos postes disponibles. Et vous pouvez poser toutes vos questions également pendant cette réunion. Je rappelle juste le principe de cette réunion. Vous pouvez donc poser vos questions sur le chat. La vidéo aussi, la présentation est enregistrée, donc vous pourrez y avoir accès en replay. Et donc, il y a des personnes de la DRH et de la DSAP de plusieurs hôpitaux qui seront présents aussi pour répondre à toutes vos questions. Donc, on a eu déjà des questions pendant les inscriptions, notamment par rapport au contrat, par rapport aux horaires, etc. Donc, je vous invite également à les poser. Donc, voilà, si on peut juste changer la slide. Hop, il y a un petit bug. Super, donc voilà. Donc ça, c'est nos objectifs. Rencontrer donc forcément des IDE et écouter un peu leurs témoignages sur ce qu'elles vivent tous les jours, sur leur formation, comment elles en sont arrivées là, etc. Leur travail avec les médecins notamment. Le deuxième objectif, c'est de connaître le GH, comme j'en ai parlé. Vous pourrez poser vos questions et enfin, on parlera de nos avantages, donc tout ce qui est crèche, parking, etc. Vous aurez un petit aperçu. Donc voilà, moi, c'est ma petite présentation. Je suis Madame Brondo-Célia. Je travaille pour le GH depuis cette année, depuis mars 2015. Et donc, je m'occupe de tout ce qui est recrutement digital. Voilà. Donc, le GHU, ça comprend tous ces hôpitaux. Donc, c'est Broca la Collégiale, Cochin Port-Royal, Corentin-Selton, Georges Pompidou, Hôtel-Dieu, Necker Enfants Malades et enfin Vaugirard. Donc, tous nos hôpitaux sont situés quasiment au centre de Paris. Donc, ils sont bien desservis en transport. Donc voilà nos hôpitaux. Donc, on a plusieurs spécialités, que ce soit médicale, chirurgicale et obstétricale. On a des équipes qui sont très talentueuses, pluridisciplinaires et hyper spécialisées, notamment avec des plateaux techniques de pointe. Donc voilà, c'est un GH qui est très complet en termes de spécialités. On offre quasiment toutes les spécialités, la neurologie également, la neurologie pédiatrique. Donc voilà, c'est un GH très complet. Voilà, à titre d'information, juste en bref, on a 215 000 au passage aux urgences, 280 000 séjours, 8 000 accouchements. Donc voilà, ça représente beaucoup de passages. Et enfin, aujourd'hui, nous allons présenter les 3 grandes spécialités suivantes. Donc, on a écouté un peu ce que vous nous avez demandé lors de la dernière édition. Donc, on va parler de la réanimation médico-chirurgicale ainsi que de la pédiatrie. Donc, ça, c'est avec l'hôpital Necker et Christelle et Charlotte qui vont pouvoir nous parler un peu de leur expérience. Ensuite, on abordera la suppléance avec Joël et Samira qui sont présentes aujourd'hui, qui travaillent à l'hôpital HEGP, donc Hôpital Européen Georges Pompidou. Et enfin, on parlera du métier d'IBOD avec Jemima, qui, pareil, nous donnera son témoignage et un peu son expérience et nous expliquera un peu les spécialités aussi des IBOD. Donc voilà, on commence tout de suite par la réa médico-chirurgicale, donc la RMC pédiatrique à Necker avec Samira, avec, je confonds, Christelle et Charlotte. Donc bienvenue, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Donc si vous pouvez faire une toute petite présentation de votre parcours, de comment vous en êtes arrivé là, si vous pouvez vous présenter. Bonjour, donc je suis Christelle, je suis infirmière depuis 22 ans, ça fait 2 ans que j'ai rejoint Necker et surtout la PHP, puisque j'ai passé 20 ans dans un hôpital périphérique, un grand hôpital, mais qui n'a pas les mêmes moyens que la PHP. Ça fait donc 2 ans que je suis en réanimation médico-chirurgicale. C'est un service où on voit des prises en charge qu'on ne voit nulle part ailleurs. J'avais l'habitude, moi, d'être dans un hôpital où quand on ne pouvait plus rien faire, on transférait. Eh bien là, à Necker, on est au bout de la chaîne. Donc, on ne transfère pas et on va au bout des prises en charge. Voilà. D'accord. Moi, je suis donc, un collègue de je suis arrivée dans le service en janvier 2010. Voilà, c'est mon premier poste. Charlotte, je suis désolée de vous couper, on ne vous entend pas super bien. Si vous pouvez peut-être vous rapprocher du micro. Oui. Ah voilà, Désolée. là c'est un peu mieux. C'est mieux? Merci, Ok. parfait. Très bien. Du coup, voilà, donc Charlotte, infirmière du coup dans le service depuis janvier 2012. Donc, comme je disais, c'est mon premier poste.
J'avais fait mon stage pré-pro en 2011 et ça a été un peu la révélation de service et depuis, je ne l'ai pas quitté. J'ai un poste un petit peu différent depuis septembre 2019. Je suis complètement détachée des soins et je suis infirmière référente de la formation au sein du service. Donc, ça a été un bon moyen pour moi de ne pas quitter le service parce que j'en avais pas envie et en même temps de faire évoluer un peu ma profession et mon poste et de faire autre chose. Voilà, tout en restant dans un service que j'affectionne particulièrement puisque ça fait bientôt 10 ans que j'y suis. D'accord, bah super. Et alors, du coup, qu'est-ce qui vous a fait rester dans le service? Quels sont vraiment les avantages et tout ce qui vous plaît un peu au quotidien dans le Euh, service? Ce qui m'a fait rester, je pense que dans un premier temps, c'était un esprit d'équipe et une solidarité qui est, je pense, assez spécifique au service de réanimation où on vit des choses qui ne sont pas forcément simples, que les gens d'extérieur ne peuvent pas nécessairement comprendre. Et donc, ça entretient des liens très forts, très particuliers, même s'il y a un turnover, même si les gens partent. Il y a toujours comme ça une espèce de socle commun de choses qu'on vit ensemble, qui sont difficilement explicables à des gens lambda, en fait. Voilà. Et puis, la particularité de ce service, c'est que la prise en charge, donc on l'appelle médico-chirurgical, notre service, mais il est surtout très polyvalent parce qu'on accueille plein de pathologies différentes. On est à l'hôpital Necker, donc c'est forcément aussi des prises en charge de pathologies assez rares et qui ne sont pas prises en charge ailleurs. Donc, on a aussi le sentiment d'apprendre en même temps que la médecine évolue. Et ça, c'est très, très enrichissant et très gratifiant et très stimulant aussi, du coup. Et puis, c'est la possibilité de se familiariser avec plein de suppléances différentes, la dialyse, les respirateurs, l'ECMO, etc. Et tout ça aussi, ça a beaucoup évolué en presque 10 ans que j'y suis. Quand je suis arrivée, par exemple, on ne prenait jamais de patients en charge sous ECMO, on le fait maintenant depuis 2014. Donc, moi aussi, ça m'a permis de me dire, il va falloir que je réapprenne des choses. Donc, ça aussi, c'est très stimulant. Donc, voilà, je pense que c'est avant tout pour ça que je suis restée. Et puis, on a aussi une équipe médicale qui est pas parfaite parce que ça n'existe pas, mais particulièrement bienveillante à l'écoute de son équipe paramédicale, que ce soit infirmier, puère, aide-soignant, auxiliaire de puériculture. On a des médecins qui considèrent notre parole, qui considèrent notre ressenti, avec qui on peut parler, avec qui on peut échanger. Et ça fait toute la différence. On travaille ensemble. Il n'y a pas l'équipe médicale et l'équipe paramédicale d'un côté. La prise en charge du patient, on l'a fait ensemble, quoi, vraiment. Elle est complète, du coup. Et ça, c'est quelque chose qui, malgré un changement de chef de service que j'ai connu, malgré certains médecins qui sont partis, d'autres qui sont arrivés, il y a une espèce de base comme ça qui reste. Et du coup, c'est une culture de service, je pense, qui est entretenue. Et ça aide vraiment à... moi, en tout cas, ça m'aide à rester, clairement. Et voilà. Ok. Voilà. Et du coup, alors, il y a pas mal de questions qui sont venues sur ce sujet-là, surtout c'est un service qui fait un peu peur. C'est un service très, très technique et très pointu. Est-ce que, par exemple, ça peut correspondre à quelqu'un qui sort d'école? Quelle formation vous proposez? Quelle intégration, par exemple? Okay. Oui, alors ça peut parfaitement correspondre à quelqu'un qui sort de l'école. Quand les infirmiers arrivent dans le service, peu importe leur expérience précédente, qu'ils sortent de l'IFSI ou pas, ils sont encadrés pendant 2 mois. Donc, ils vont être tutorés par un infirmier ou une infirmière ou faire du service. On essaye de faire en sorte qu'il y ait au moins 2 tuteurs pendant ces 2 mois, de manière à aussi apprendre à connaître l'équipe dans laquelle on va travailler. Pendant ces 2 mois, moi en tant qu'infirmière référente de la formation avec mes autres collègues, parce qu'on est 3 à avoir ce poste, on propose une semaine de formation théorique pendant ces 2 mois où on va reprendre tous les grands thèmes de la ventilation, la surveillance hémodynamique, la dialyse, la surveillance neuro, la prise en charge de la douleur, voilà, tous ces grands thèmes, la transfusion. Voilà. Et puis, en parallèle, on essaye vraiment d'organiser très régulièrement des journées de formation pratique.
on a fait des journées ou des demi-journées de formation autour de la ventilation. Et là, ça se fait souvent en collaboration avec les médecins aussi. Donc, ce qui permet une approche beaucoup plus globale et plus complète. On a fait des demi-journées autour de la dialyse, de l'ECMO, autour de la douleur. Christelle a fait partie, par exemple. D'accord, donc c'est une formation continue en plus de l'intégration, d'accord. Tout à fait, c'est ça. Exactement. Ok. Et puis, le fait d'être 3 aussi, c'est un avantage. On est là toute la semaine, évidemment. Non, c'est un peu détaché. Mais notre bureau est au sein du service, au cœur même du service. Et on est disponible tout le temps. Donc, sans nous jeter des fleurs, je pense qu'on a aussi stratégiquement un positionnement qui fait qu'on est disponible et que si les gens ont besoin d'aide pour quoi que ce soit, on est là et on peut très bien aller avec eux dans les chambres, refaire les choses ensemble, réexpliquer. D'accord, oui. Donc il y a un vrai parcours, une vraie. Enfin, les étudiants, enfin les IDE sont intégrés vraiment à Oui, l'équipe. D'accord. oui, c'est notre souhait, oui, tout à fait. On essaie vraiment de tout faire pour. Et peut-être, Christelle, on en avait déjà parlé, peut-être vous pouvez nous parler de votre organisation, des horaires du service, comment ça fonctionne. Oui, alors quand on est de jour, on commence à 7h15 le matin. On a un quart d'heure de transmission avec notre élève et c'est des journées de 12 heures, donc on travaille jusqu'à 7h30 le soir. Jusqu'à il y a un an, on avait 3 enfants en charge. Donc, ça représentait une très grosse charge de travail. Par IDE, vous voulez dire? Par infirmière. D'accord. Et une auxiliaire. En fait, le service est réparti en 2 unités de 6 lits de réanimation. Sur ces 6 lits, il y avait 2 infirmières et une auxiliaire. Et clairement, les journées étaient difficiles. On avait toujours l'impression de ne pas finir correctement notre travail et d'avoir un des enfants qui était moins pris en charge que les autres. Donc, on a alerté aussi bien les médecins que la direction. Et depuis un an, nous n'avons plus que 2 enfants en charge. Nous sommes 3 infirmières par banque et ça a vraiment changé beaucoup de choses. D'accord. Déjà dans l'apprentissage et puis dans la répartition du travail. Il y a beaucoup plus d'entraide maintenant parce que quand on avait ces 3 enfants, clairement, on ne sortait pas la tête de l'eau et on ne savait pas trop ce qui se passait à côté. Donc, maintenant, il y a beaucoup plus d'entraide, beaucoup plus de soutien. Et donc, et pour la… Pardon ? J'allais rebondir sur un point, sur le soutien et justement l'entraide dans l'équipe. Quand on avait échangé, vous m'aviez dit qu'il y avait forcément certaines périodes qui étaient un peu plus compliquées que d'autres et que, par exemple, il y avait des petits déj qui étaient organisés après une nuit compliquée. La semaine dernière, on a eu une nuit un peu difficile et on s'est tous retrouvés le matin. Necker est en plein cœur de Paris. On a plein de restaurants, de cafés à proximité. Donc, quand on est de jour, le soir, on va boire un verre et quand on est de nuit, le matin, on va prendre le petit déjeuner. Ok, ouais. C'est pas mal d'avoir une équipe un peu qui se soutient et qui, justement, quand il y a des moments pas faciles, traverser et on a une psychologue très joignable, en fait, qui vient tous les lundis dans le service, mais qu'on peut contacter à tout moment. On a son portable. On peut la contacter au niveau du groupe ou au niveau personnel. D'accord. Ok, très bien. Parfait. Merci pour cette présentation. Au niveau juste des postes du coup disponibles, est-ce que quelqu'un qui est intéressé, il peut postuler de jour, de nuit? Comment ça se passe? Il peut postuler tout le temps. D'accord. En termes d'horaire, je veux dire. En fait, on a des roulements à l'heure actuelle. On fait 2 mois de jour, 2 mois de nuit. D'accord. Quand on arrive. Et puis, au bout d'un certain temps, il y a une dominance de jour, une dominance de nuit qui peut s'installer. Donc, moi, par exemple, je suis dominante de jour. Je fais 3 mois de nuit par an. D'accord. Donc, je fais 3 mois de jour, 1 mois de nuit, 3 mois de jour, 1 mois de nuit. Et là, il y a des possibilités. Ils vont commencer par faire 2 mois et après, d'accord. Il y a des possibilités dans les 2 sens. Super, merci beaucoup. Il me semble aussi que vous bénéficiez d'un parking. Est-ce que vous travaillez de nuit? Non, moi je travaille plutôt de jour, mais quand je travaille de nuit, parce que les transports, c'est pas toujours évident, surtout quand on a des horaires un peu décalés. Donc, moi, j'ai un macaron qui me permet de rentrer dans Necker la nuit et tous les week-ends, de jour et de nuit. Et en fonction de la durée de transport qu'on a, on peut obtenir ce macaron 24 heures sur 24.
D'accord, ok. Ouais, donc ça, c'est pas mal pour ceux qui habitent pas forcément tout près des hôpitaux du groupe. Donc, d'accord, c'était important de le préciser. Super. Bah, écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage. Est-ce que peut-être il y a des questions, si vous avez des questions ou vous voulez en savoir plus un peu sur ce service, du coup, vous avez toujours cette petite adresse de recrutement et d'information qui est disponible. Donc, n'hésitez pas à demander toutes les infos que vous voulez. Alors, on a une petite question de Miliel. Bonjour, je suis étudiante en soins infirmiers. Je suis intéressée par la pédiatrie, mais je n'arrive pas à statuer sur la spécialité dont je compte sur les stages. Mais je pense que mon IFSI n'a pas de stage dans ce domaine. Alors, est-ce que peut-être que quelqu'un de la... Celle-là, c'est plus DSAP, peut nous répondre? On va laisser la place. On a une deuxième question, du coup, est-il possible de faire une journée d'observation peut-être dans le service? Alors ça, oui, je réponds tout de suite, c'est une question qui nous a été posée pour d'autres services. Ouais. On peut tout à fait, alors ça, il faudra voir les modalités pour visiter, mais oui, tout à fait. C'est même très conseillé, au contraire, avec plaisir pour une journée d'observation. Donc, du coup, c'est vraiment de l'observation, c'est être auprès des patients, voir les soins techniques qui sont réalisés, etc. Effectivement, en fait, pendant cette journée ou demi-journée d'observation, vous serez encadré, en tout cas pendant ce temps-là, par un infirmier ou une infirmière du service, de manière à... Donc, vous la suivrez pendant toute l'organisation de travail auprès des patients. D'accord, super. Ok. Ce sera possible aussi du coup de nous rencontrer, nous, les formateurs, et puis les cadres aussi, pour faire un point, savoir un peu comment ça s'est passé et comment vous vous sentez. C'est complètement possible et on l'encourage vivement. D'accord. Alors, ok, on vous entend pas très bien. Si vous pouvez juste... En fait, à mon avis, il faut être face au micro. Oui, je pense. En tout cas, moi, on a entendu, du coup. Ok, très bien. Ça marche. Et on peut juste répondre à la question de Miliel sur la spécialité, du coup, en pédiatrie, parce que c'est très large. Du coup, oui, bonjour, c'est Virginie Léonard. Je suis l'adjointe du directeur des soins de Necker, en l'occurrence sur la direction des soins. Je suis la personne qui suis chargée d'être contact avec les écoles infirmières et du coup également contact avec les élèves infirmiers. Donc, bien sûr que c'est possible de faire un stage ou des stages dans différents services de pédiatrie sur Necker, même si l'école n'est pas directement affiliée, on va dire, à Necker. Dans ces cas-là, nous, on voit direction avec les écoles pour faire signer des conventions de stage. Ce qu'il faut, c'est que les élèves m'envoient en fait une demande, tout simplement, avec les périodes de stage qu'ils ont à faire. Et moi, je vois directement avec les écoles, donc tout simplement. Alors, ils peuvent passer par vous, du coup, par l'adresse. Sinon, oui, moi, mon adresse, c'est virginie.leonard@aphp.fr. Oui, alors, je vous transférerai, du coup, toutes les demandes, mais je pense que c'est plus simple. C'est plus simple qu'ils passent par votre adresse. Oui, voilà, tout à fait. Voilà. Et du coup, j'ai une autre question qui a été posée donc de Baptiste. Merci Baptiste pour votre question. Alors, je suis infirmière en réanimation adulte en province et très intéressée par la réanimation pédiatrique. Vous avez précisé que vous veniez de province. Avez-vous un logement sur place? Faites-vous la route tous les jours? Comment vous vous organisez? À vous les questions. Alors, juste pour, avant la réponse, du coup, tout ce qui est logement, avantages, contrat, etc., ça, j'y reviendrai à la fin de la présentation. Il y a des possibilités de logement, des aides à l'installation, pardon. Du coup, j'y répondrai vraiment à la fin. Il y aura une slide vraiment précisée, donc on y reviendra beaucoup plus en détail après. Donc, bonjour, je suis Pascale Marie-Laure, une des cadres du service de réanimation médico-chir. Donc, pour répondre à votre question concernant votre parcours en réanimation adulte, c'est tout à fait possible. Toujours dans le même circuit, vous pouvez venir à notre rencontre en passant effectivement par l'adresse mail qui s'affiche. On vous proposera tout d'abord une journée d'observation, un petit peu pour avoir une idée un peu plus précise de notre activité. Et sinon, concernant votre parcours en réanimation adulte, je trouve que ça peut s'inscrire dans une logique tout à fait cohérente. Il y a juste effectivement les changements en termes de dosage, en termes d'approche
avec la prise en compte du développement de l'enfant. Mais c'est un très beau projet. On a des durées d'intégration de 2 mois qui vous permettent d'acquérir les compétences nécessaires au travail en pédiatrie. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Je pense que oui, c'est très complet du coup comme réponse. Mais du coup, Baptiste, si vous voulez vraiment en savoir plus et avoir vraiment des questions un peu personnalisées, je vous invite à contacter l'adresse de recrutement. Moi, je transférerai toutes les demandes, je les orienterai vers la RMC pédiatrique et là, vous aurez vraiment des réponses personnalisées. Et donc voilà, là, c'était vraiment pour rester un peu plus général. Donc voilà. Merci en tout cas beaucoup d'avoir répondu. Donc voilà, les questions sont terminées pour ce service-là. On va passer du coup à la suite, à la suppléance. Donc là, on change d'hôpital, on passe à l'hôpital européen Georges Pompidou. Et on va parler de l'équipe de suppléance qui n'est pas forcément très connue, qui a aussi pas mal d'a priori sur cette équipe. Donc là, on rencontre Samira et Joël qui vont pouvoir se présenter un peu, nous parler de leur parcours et de leur intégration. Donc bonjour Samira et Joël, je vous laisse vous présenter. Est-ce que vous nous entendez? Ouais, c'est bon. C'est bon pour nous. Bonjour. Bonjour. Donc, je m'appelle Samira, je suis infirmière depuis... j'ai été diplômée l'année dernière, en 2020. C'est mon premier poste à la suppléance. Ce que j'ai fait, c'est... Moi, par contre, en fait, je suis de la suppléance, mais je suis de la suppléance soins critiques. Donc, ce qui fait que je vais surtout dans les services de réanimation, USIC, USIP. On fait aussi les salles de réveil et l'USC. Ici, c'est les services que je fais le plus souvent. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, avant de prendre le poste, j'avais des vues surtout sur la pédiatrie, des choses comme ça. Mais c'est vrai que j'ai fait un stage en réanimation chirurgicale dans cet hôpital qui m'a fait changer d'avis. Et après, c'est vrai que la suppléance, c'est bien parce que ça permet d'avoir vraiment un panel de services qui est plus important. D'accord. Et peut-être Joël, si vous pouvez vous présenter. Oui, donc moi je suis infirmière depuis 18 ans. Avant, j'ai passé 6 ans à Toulouse sur de la suppléance et quand je suis arrivée à Paris, je suis venue à l'HEGP sur de la suppléance aussi pendant 7 ans. Et là, depuis 3 ans, je suis assistante de la table de la suppléance dans ces missions. Et depuis quelques mois, je participe aussi à la qualité de travail pour pratiquer des massages sur le personnel hospitalier. D'accord. Et peut-être pour rebondir sur ce qu'a dit Samira, sur les 2 grandes spécialités un peu de la suppléance, enfin les 2 services qui sont distincts, j'imagine. Est-ce que vous pouvez faire peut-être une petite présentation? Oui, tout à fait. Donc, en fait, à l'HEGP, on a une suppléance qui tourne sur 3 sites. Pour la suppléance conventionnelle, donc on tourne sur l'HEGP, le site de Corentin-Saltan et le site de Vaugirard. Donc, c'est une suppléance qui est en 7h30 de jour et 10h de nuit, parce qu'on a des équipes de jour et de nuit, infirmiers et soignants. Et on a une équipe du coup de suppléance soins critiques qui est en 12 heures, avec des postes de jour et des postes de nuit. Il n'y a pas d'alternance jour-nuit. Et eux, donc, tournent sur les services dont vous a parlé Samira. Donc, c'est une équipe jeune qui a 2 ans. Et pour l'instant, effectivement, ça se passe très bien et les équipes de soins critiques sont très contentes de les avoir. D'accord. Donc, voilà la petite présentation Voilà. de ce service-là. Donc là, vous pouvez voir, sur les photos, vous pouvez voir Lorraine qui était en poste aux urgences ce jour-là. Et donc, qui passait des transmissions, notamment avec un collègue aide-soignant des urgences. Voilà, donc en fait, au conventionnel, on fait toutes les spécialités, hormis les spécialités très spécifiques, donc celles des soins critiques, puisqu'il y a des formations longues, on ne fait pas non plus de bloc. Et au niveau des urgences, par contre, effectivement, on peut tourner sur les urgences. Et après, en termes plutôt de technicité, est-ce que c'est, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, ça peut faire peut-être peur à quelqu'un qui sort d'école, qui a peur d'être... Comment vous, du coup, quels sont les avantages un peu de ce service et est-ce que justement on apprend très vite, comment ça se passe? Alors, comme disait Samira, ce qui est bien, c'est que comme on a vraiment
panel de spécialités, on peut apprendre énormément de choses au niveau théorie, au niveau pratique. En fait, on est tout le temps en formation continue, c'est ce qui est intéressant. Que ça fasse peur, nous, on peut le concevoir. Ça, il n'y a pas de souci. On prend des jeunes diplômés comme des diplômés beaucoup plus anciens. Il y a une intégration qui est faite en fonction de la personne que l'on voit, de ses capacités, de ses difficultés ou des avantages qu'elle a, des spécialités qu'elle a déjà faites. Donc, c'est une intégration qui peut aller de 15 jours, 3 semaines à mois et demi, 2 mois, il n'y a pas de souci. Et une fois en poste, s'il y a un service qui pose difficulté, on a la possibilité de refaire une petite intégration aussi. D'accord, donc là, c'est vraiment un suivi personnel, une intégration personnelle dans chaque service. D'accord. Oui, Samira, si je peux confirmer. Moi, c'est vrai que j'ai eu, par exemple, parce que ici, en fait, on a 2 salles de réveil et il y a une salle de réveil qui prend des SAMU. Et c'est vrai que moi, sur cette salle de réveil-là, j'étais moins à l'aise. Donc, voilà, j'ai eu la possibilité de redemander de l'intégration et j'ai réussi à avoir des jours en plus d'intégration. Donc, ça permet d'être plus à l'aise. D'accord. OK. Et donc là, en fonction de ce qui est présenté à l'écran, du coup, il y a les soins critiques et l'hospitalisation conventionnelle. Donc, au fond, les plannings ne sont pas les mêmes. Donc, Joël, si vous pouvez un petit peu expliquer comment ça fonctionne. Oui, c'est ça. Donc, en fait, les soins critiques, ils ont des plannings donc, en 12 heures, sur une base horaire de 12 heures. Donc, c'est un planning qui est fait sur une base à l'année et qui est modulable quand même de mois en mois, qui est adaptable aussi, comme c'est une petite équipe. On essaie de s'adapter à leurs besoins, à leurs difficultés. Sur le conventionnel, en fait, c'est un planning qui est fixe à l'année. C'est une alternance de 2 semaines de matin, 2 semaines d'après-midi, un week-end sur 2. Donc, effectivement, pour prévoir une vie privée, des activités à côté, c'est quand même très pratique et très agréable. Il y a aussi une prime spéciale pour la suppléance, donc, qui n'est pas non plus négligeable. Donc, c'est intéressant. En plus de la formation continue, on a une petite reconnaissance supplémentaire au niveau salarial. Bah justement, en fait, je voudrais revenir sur cette prime parce que, pour rappel, en fait, il y a une équipe de suppléance également à Cochin. Donc, il y a les deux hôpitaux qui recrutent en suppléance. Alors, la prime, si je ne me trompe pas, elle est de 80 € par mois à la HEGP, ce qui n'est pas négligeable. Et en fait, à Cochin, c'est un système par semestre. Donc, c'est le même montant, mais qui est par semestre. Donc, c'est à peu près 550 € par semestre. Donc, ce n'est pas négligeable. C'est particulier à ce service-là. Donc, ça recrute en 2 jours, 2 nuits dans les 2 services. Est-ce que je peux intervenir sur la prime? Oui, bien sûr. Oui, la prime à HEGP, c'est comme Cochin, c'est au niveau du semestre. Ah, d'accord. C'est par semestre aussi. C'est par semestre également. Bah voilà. D'accord. Elle est versée dans le cadre de la prime de service, en fait, ce qui explique qu'on la verse que par semestre. D'accord, très bien. Bah, merci pour cette précision. Du coup, voilà. Est-ce que peut-être il y a des questions à poser à Joël et à Samira sur leur quotidien, leur service, sur plusieurs choses? Non, pas forcément de questions. Mais en tout cas, voilà, si vous n'osez pas poser vos questions sur le chat, n'hésitez pas à contacter l'adresse de recrutement directement. En tout cas, Joël et Samira, je vous remercie d'avoir participé et d'avoir témoigné. Donc, merci beaucoup. Oui, merci à vous. Oui, je suis Béatrice, directrice des soins sur Cochin Hôtel-Dieu, Brocal à Collégiale. Je voulais vous dire, comme Célia l'a précisé, que nous avons aussi des postes disponibles 2 jours et 2 nuits à l'équipe de la suppléance, avec une particularité d'organisation à Cochin, avec un pool, ce qu'on appelle un pool long et un pool court. Un pool long que l'on affecte sur les absences de longue durée, donc qui est revu chaque mois, mais qui peut durer davantage, et un pool court pour les absences inopinées. Donc, c'est aussi une souplesse au sein de l'équipe de suppléance qui est assez appréciée. Et nous avons aussi un certain nombre d'infirmières que nous avons formées aux soins critiques et qui sont plus particulièrement affectées sur ces secteurs. Et sinon, je ne redis pas ce qu'ont dit mes collègues. Comme nous, il y a un dispositif d'accompagnement pour tous les jeunes qui rejoignent l'équipe de suppléance. Et c'est vrai que c'est un vrai atout quand on démarre en termes de formation. Et ce sont des postes souvent très appréciés et qu'on fidélise. Oui, tout à fait. Moi, c'est le retour que j'ai eu. C'est vraiment, c'est toutes les spécialités. Enfin, il y a plein de choses. C'est très formateur. On s'intègre vite. Et donc, il s'était marqué un petit peu tout à l'heure sur la slide. On recherche surtout des profils qui sont dynamiques, qui veulent être intégrés rapidement, qui sont c'est pas forcément, ça va pas forcément à tout type de profil d'IDE, bien sûr, on comprend, mais si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas du coup au moins à rentrer en contact avec les cadres des deux équipes.
Donc voilà, alors merci beaucoup en tout cas pour vos témoignages. On passe à la suite et la suite, c'est un focus sur le métier du coup d'e-bod. On va parler un peu plus en détail de cette spécialité un peu qui est pas forcément très connue. Donc là, aujourd'hui, on a Jemima qui nous a rejoint. Elle travaille à l'hôpital Cochin en orthopédie. Donc, je la laisse se présenter. Bonjour Jemima. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Jemima, je suis donc infirmière depuis maintenant 9 ans et du coup je suis e-bod depuis 4 ans. Donc j'ai commencé par le bloc opératoire, je n'ai que cette expérience-là, voilà. Et ça s'est fait un petit peu de manière un peu fortuite. Donc on m'a proposé, quand je suis sortie de l'école d'infirmière, on m'a proposé un poste au bloc opératoire que je ne connaissais absolument pas. J'ai demandé à assister à une intervention, une demi-journée, et c'est un milieu qui m'a tout de suite plu. Et je me suis dit que c'était peut-être là que je voulais évoluer, et ce qui s'est confirmé sur le long terme. Et ensuite, j'ai eu un projet professionnel où je voulais vraiment me spécialiser dans cette discipline-là, dans cette branche-là, donc le bloc opératoire. Et du coup, la PHP, par le biais de mes cadres, j'ai présenté mon projet pro et donc j'ai pu aller à l'école d'e-bod où je suis sortie diplômée donc en 2017 maintenant. Et depuis, je suis à l'hôpital Cochin en orthopédie où j'exerce. Donc au niveau du métier d'infirmière de bloc opératoire, j'ai conscience que ça peut faire peur, je l'entends bien, parce que c'est quelque chose qui est un petit peu mystérieux, parce qu'on n'a pas nécessairement l'occasion d'avoir des stages durant la formation d'infirmier. Et c'est vraiment un très beau secteur, un très très beau secteur qui mérite la peine de pousser la porte et d'aller plus loin dans la recherche. Donc j'exerce les rôles de circulante, d'instrumentiste et d'aide opératoire. Et au niveau de la journée, comment ça se passe? Concrètement, les interventions sont préparées la veille. Donc, bien évidemment, tout a été staffé au préalable, etc. Et il y a une première équipe qui arrive à 7 heures pour ouvrir les différentes salles d'opération, accueillir les patients. Et ensuite, lorsque les patients sont accueillis, ils sont techniqués par l'équipe d'anesthésie. Ensuite, ils vont rentrer dans la salle d'opération donc on va les installer en vue de la chirurgie. Et donc, on peut travailler en binôme avec deux e-bod ou un e-bod, un IDE, deux IDE. Et donc, l'intervention va se réaliser. Et ensuite, lorsque l'intervention sera terminée, on va réinstaller le patient, veiller bien évidemment à son confort. Et ensuite, ce patient sera transféré en salle de surveillance post-interventionnelle. Donc, c'est vraiment un très beau plateau que nous avons à Cochin. L'orthopédie est une discipline vraiment, certes dense, mais vraiment magnifique. Vraiment, vraiment magnifique. On a une équipe où on a beaucoup d'e-bod, beaucoup d'anciens, ce qui permet un confort. Donc, quand on est nouvel arrivant en fait, dans une structure et quand on ne connaît pas le bloc opératoire, ce qui fait qu'il y a vraiment ce soutien de l'équipe qui permet à un IDE qui débute au bloc opératoire d'évoluer par le biais du compagnonnage qui est ajusté en fonction de l'apprentissage de tout un chacun. Et il y a une équipe du matin, on évolue sur différents horaires. On est sur une base de 9 heures et on peut commencer à 7 heures, finir à 16 heures, commencer à 8 heures, finir à 17 heures. Être décalé, ça veut dire qu'on est hors salle. Donc, c'est un travail de régulation. Donc, ça, c'est sur une base de 9 heures où on finit à 18 heures. On a un jour de garde. Donc, ce jour est fixe. Et ce qui permet aussi d'avoir un confort de vie, vu que c'est une journée fixe, où on peut s'organiser autour de notre vie privée.
Et quand on est de garde le week-end, c'est sur une base de 12 heures, donc ça rapporte de 8 heures du matin jusqu'à 20 heures. Et il y a également un système d'astreinte, mais les astreintes sont, voilà, c'est sur base du volontariat de tout un chacun. Certains dans l'équipe en font et d'autres n'en font pas. D'accord, donc c'est Voilà. vraiment, oui, c'est le volontariat, c'est vraiment celui qui choisit. Juste pour rappel, l'astreinte, Ouais. donc juste après, on en parlera sur les différents blocs qui sont proposés à Cochin. Là, je voudrais juste revenir après sur ces slides également. Mais l'astreinte, ça permet en fait, donc quand on est volontaire, d'être appelé, c'est ça, en fait, on est chez soi. C'est ça, donc l'astreinte, au fait, concrètement, le professionnel est chez lui et à partir de 20 heures, voire un petit peu avant, par exemple, il peut y avoir voilà, des interventions qui vont dépasser au fait, au niveau des horaires, ce qui fait que l'équipe de garde qui est sur place va donc prévenir l'astreinte. Il y a une astreinte et du coup, pour dire à l'astreinte, voilà, au niveau des horaires, on va dépasser un petit peu. Est-ce que voilà, tu peux te préparer pour te déplacer, au fait. Comme ça, l'astreinte permettra une continuité des soins et permettra donc de terminer l'intervention ou dans le cadre d'une urgence, ce qui peut survenir la nuit, l'astreinte permettra aussi de, voilà, de prendre en charge le patient au cours de la nuit. Donc, voilà. Ok. Et donc, ce qui est important de préciser, c'est que moi, je n'étais pas au courant, je ne le savais pas avant d'enquêter, mais c'est qu'on peut commencer en fait en tant qu'IDE dès la sortie d'école. Voilà, c'est pas forcément, on n'a pas besoin d'avoir la spécialisation dès la sortie. Donc, en fait, vous avez une expérience, vous êtes formé, vous êtes intégré du coup aux équipes et du coup, vous avez une approche du coup du métier d'IBOD. Et ensuite, vous pouvez être, au bout de quelques mois, donc là, c'est quelques années, 2 ou 3 ans, passer du coup la spécialisation qui là peut être financée aussi par la PHP. Donc, ça peut être très intéressant comme parcours. C'est vraiment exactement mon parcours. J'ai commencé, je n'avais aucune expérience de bloc opératoire. Je n'ai même pas eu de stage au fait au niveau de la formation d'infirmière. Et du coup, c'est vraiment par hasard que je me suis retrouvée voilà, avec une proposition de poste au bloc. Et j'ai appris par le biais du compagnonnage de mes collègues. Du coup, la curiosité a fait que j'avais comme projet professionnel d'intégrer l'école d'IBOD et donc de me spécialiser. C'est très bien en accessible termes à tout le monde. de C'est carrière, c'est pas accessible à mal. tout le monde. Il faut juste pousser la porte des blocs opératoires. D'accord. Et alors, on a une petite question. En quoi consistent ces branches circulant, instrumentaliste et aide opératoire? Alors, Les grandes l'infirmier, différences. oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Donc, le circulant va faire le lien donc, entre une zone qui est non stérile et la zone stérile. Donc, ça veut dire que je vais donner des dispositifs, je ne serai pas habillée chirurgicalement, mais je vais donner des dispositifs stériles à l'équipe qui, elle, sera habillée chirurgicalement au cœur de l'intervention, en fait. Eux, ils seront vraiment en train d'opérer le patient. Ils seront vraiment au plus près du site opératoire. Donc, l'instrumentiste, c'est pareillement donc, un infirmier, une infirmière qui va donc préparer les différentes tables d'instrumentation chirurgicale pour faciliter donc le geste à l'équipe, à l'ensemble de l'équipe chirurgicale. C'est également veiller qu'il n'y ait pas des fautes d'asepsie, des erreurs, veiller que l'intervention se déroule bien pour vraiment optimiser au mieux la prise en charge de l'opéré. Ensuite, l'aide opératoire, ça peut être également un infirmier qui va permettre de procéder à l'hémostase au moyen d'une électrode active. Il va permettre d'exposer au moyen d'écarteurs. Il va permettre aussi d'aspirer donc, le sang, voire autre chose, au moyen d'une aspiration chirurgicale. Il va permettre, on va également procéder à la mise en posture chirurgicale de l'opéré.
Donc, on travaille vraiment de concert, dans la bonne ambiance, tous ensemble. Il y a également donc l'équipe d'anesthésie qui est composée donc de l'anesthésiste, de l'IAD. Il y a le chirurgien qui est là aussi avec l'interne, l'externe, et nous qui sommes là, les IBOD, les IDE. Il y a également l'équipe d'aides-soignants qui est également très impliquée au sein du bloc opératoire. Donc, c'est une équipe en or. Super, bah, ça donne envie, très, très précis. Ouais. Donc, juste un point un peu plus RH, il y a une prime de bienvenue du coup dans le service qui est de 2 fois 1 000 € et il y a la possibilité du coup d'un CAE rétroactif. Donc ça, on va en parler juste après et vous aurez les détails, mais du coup, voilà, c'est ce qui était important. Et juste, si on peut passer sur la slide d'après, je voudrais revenir sur, parce que là, on a parlé de l'orthopédie. Ouais. Il y a plusieurs blocs et spécialités du coup à Cochin et même sur le GH. Donc, il y a l'ophtalmo, il y a l'UCA, l'unité de chirurgie ambulatoire, il y a Pasteur avec la chirurgie digestive et thoracique. Et enfin, il y a le bloc de Port-Royal avec l'obstétrique, la gynécologie, l'urologie. Il y a un robot également. Et du coup, peut-être que Monsieur Montprouz a des choses à rajouter sur toutes les spécialités qui sont offertes à Cochin. Alors oui, bonjour. Vous m'entendez? Bonjour. Oui, on vous entend. Parfait. Je voudrais juste revenir sur les 3 rôles des infirmiers au bloc opératoire. C'est juste pour expliquer que quand même, un infirmier qui rentre au bloc opératoire ne fait pas que la même chose tout le temps. C'est assez diversifié. Et je pense que pour la plupart, c'est ce qui les intéresse. Et d'autant plus qu'à Cochin, on offre quand même un ensemble de spécialités à travers l'orthopédie, la chirurgie thoracique, et puis nous avons le bloc de chirurgie digestive. Et donc, c'est assez varié. Puis Port-Royal, où il y a la maternité, on peut faire la gynéco-obstétrique avec l'urologie qui se trouve aussi dans ce même bloc opératoire, et sans oublier l'UCA avec tout ce que ça offre, l'ensemble des spécialités, mais avec des interventions plus rapides. Donc, du coup, Port-Royal offre quand même une sorte d'ouverture pour les infirmiers qui sortent d'ici et qui leur permettent aussi d'avoir des projets d'avenir. Normalement, c'est des structures qui sont dynamiques, qui font des interventions de pointe, quelle que soit la spécialité. On va dire que c'est quand même des chirurgiens connus. Toutes les spécialités, toutes les pratiques, on va dire, toutes les techniques que l'on peut trouver dans d'autres hôpitaux, on les fait et on va beaucoup plus loin. Et notamment, Gemina a parlé de l'orthopédie, où il y a eu des spécialités, on va dire la cancérologie au niveau osseuse. Ils font de la chirurgie du genou, la chirurgie, on va dire, de toute la partie du fémur. Donc, c'est très poussé. Donc, à Port-Royal, on trouve aussi la chirurgie robotique qui permet aussi en même temps de prendre la chirurgie digestive et la chirurgie thoracique et la chirurgie gynécologique et urologique. Donc, c'est de la technologie. C'est très varié. C'est de la technologie qui permet aussi aux infirmiers de découvrir on va dire, des choses nouvelles et qui leur donnent des perspectives et qui pourraient aussi leur donner envie d'aller à l'école et d'apprendre et de spécialiser. Voilà. Donc, du coup, je pense que ça peut intéresser. Comme Mina, j'ai fait la même chose. Je ne suis pas passé par les services d'hospitalisation. Je suis rentré, je suis tombé dans le bloc opératoire pareil et j'y suis resté. Donc, je pense qu'il y a de la possibilité pour les jeunes infirmières de faire carrière. Et il suffit de s'intéresser, de pousser, comme Mina a dit, de pousser la porte du bloc opératoire. Et du coup, on propose, en parlant de ça, pareil, des portes ouvertes un petit peu pour pouvoir assister à une opération, etc. Moi, ça, j'en ai parlé du coup, et c'est possible si ça vous intéresse et que voilà, c'est une spécialité qui peut vous intéresser. Alors, juste si on peut passer sur la slide d'après, voilà, toujours la même adresse de recrutement. N'hésitez pas à poser à demander à assister à passer une journée dans le service, par exemple, comme elle a fait Jemima au début de sa carrière. Donc voilà. Alors, Jemima, enfin, il me semble que vous avez bénéficié donc de la crèche. C'est ça.
places en crèche vous a été proposée et également, on vous a offert récemment un logement. Exactement. Donc voilà, ça fait partie aussi du package un peu qu'on peut offrir et des choses qui sont très intéressantes du coup. On va aborder ça. Si on peut passer la slide. Alors voilà, donc le logement, c'est ça. Donc il y a 2 types de logements. Il y a les logements attractivité. Donc ça, c'est des logements qu'on propose à ceux qui viennent par exemple de province ou d'ailleurs. Donc c'est des logements temporaires à partir de 250 € par mois. Donc je précise que c'est sur tout le GH. Donc c'est dans les autres hôpitaux dont on a parlé, Necker, HEGP, Corentin, etc. Donc c'est des baux de 6 mois qui sont renouvelables une fois. Généralement, ils sont en colocation, ils sont très très proches de l'hôpital. Lors de la dernière édition, on en a déjà parlé, il y avait un jeune infirmier qui en avait bénéficié également. Et là, du coup, Gemima, c'est plutôt un logement fidélisation que vous avez eu. Donc Exactement. là, c'est un logement qui peut accueillir sa famille. Donc, c'est des logements plus grands. Le tarif est très avantageux également puisque c'est environ moins 40% du prix du marché. Également, ils sont proches de l'hôpital où on travaille. Et voilà, donc c'est des baux renouvelables de plus de 3 ans. Donc ça, c'est des solutions beaucoup plus pérennes. En termes d'autres avantages, donc on offre le fameux contrat d'allocation études. Donc ça, c'est un contrat en fait qui permet d'avoir une rémunération pendant ses études. Donc c'est environ 750 € par mois. Donc en fonction des spécialités, ça peut être de 6 à 18 mois. Donc c'est pas négligeable. Voilà, vous avez une obligation d'engagement juste après. Donc vous devez travailler, mais vous n'avez pas forcément. Vous pouvez choisir le service dans lequel vous voulez aller. Donc ça, c'est une possibilité aussi très intéressante. Peut-être que quelqu'un veut rajouter quelque chose sur le CAE. Non, c'est assez complet, Non. ça va? Oui, Célia, donc, il faut également dire, ce qui est dans la slide, qu'on propose des CAE rétroactifs donc aux infirmiers diplômés, des CAE rétroactifs qui sont de 6 mois ou 1 an. 6 mois, c'est pour les services d'hospitalisation classique, hors gériatrie. 12 mois, c'est pour la gériatrie. Et puis, on fait une exception sur notre GH qui est de proposer des CAE rétroactifs pour des services qu'on aurait en tension. Donc, tension, ça veut dire un manque d'effectifs un peu criant qui occasionne une fermeture de lit. Et aussi, notamment, quand on manque de monde la nuit, on propose ce dispositif. D'accord. Ok, très bien. Merci beaucoup. Donc, la semaine dernière, on a eu des questions sur le CAE. Donc, voilà, n'hésitez pas sur toutes les questions personnelles. Ça, on pourra y répondre plus en détail juste après. Ensuite, en termes d'autres avantages, on propose pas mal de choses. Donc, on en a parlé tout à l'heure. On va peut-être faire une précision d'accord sur le salaire. Donc, le salaire d'une IDE, ça c'est juste à titre informatif. Donc, il est de 2 363 € brut. Donc, ça, c'est en sortie d'école. Donc, c'est environ 1 900 € par mois. Et à tout cela, en fait, on ajoute soit les primes de chaque service dont on a parlé tout à l'heure, par exemple la suppléance. Il y a les primes de service semestrielles. Si on travaille la nuit ou le dimanche, voilà, c'est encore un plus. Et il y a une prime d'installation du coup la première année. Et donc, il faut savoir que sur le métier d'IDE, on est recruté en tant que fonctionnaire directement. Donc, il y a une période de stage d'1 an. Mais donc voilà, c'est une sécurité de l'emploi qui est propre à ce métier. Donc voilà, c'était plus une information. Sur tout ce qui est donc les avantages qu'on propose, donc il y a les fameuses bulles. Donc ça, c'est des. Stéphanie, oui, une petite intervention avec les mesures en discussion là, dans le cadre du Ségur. Le salaire des infirmières sera réévalué à partir du 1er octobre. D'accord. Donc, on passe plutôt à 2 000 € net et 2 500 € brut. Voilà. D'accord, ah oui, à partir du 1er. Ok, dans le cadre du Ségur. Super. Donc, il y a les bulles dont on parle souvent. C'est des bulles bien-être, en fait. Ça permet de bénéficier en fait, d'activités de détente gratuites. Et il y a même des activités sportives. Donc, il y a de la boxe, il y a une salle de musculation, il y a des coachs. Voilà, donc ça permet vraiment d'avoir des activités. Généralement, elles sont chères à Paris. Donc là, c'est sur le lieu de travail. C'est très pratique. On peut s'inscrire facilement. On a le programme qui est diffusé très souvent. Donc, voilà, on offre ça. Il y a d'autres avantages. Donc, les crèches, comme on a parlé tout à l'heure, Gemima, elle en bénéficie pour sa fille. On a la possibilité d'avoir des places de parking. Il y a d'autres choses, d'autres avantages un peu plus périphériques, comme la médiathèque, par exemple, pour les agents. Il y a des baby-foot dans certains services. Il y a des cocons micro-siestes. Donc, voilà, on essaye d'avoir
une politique QVT assez riche et variée. Et enfin, on a l'AGOSPAP et le Petit Soin qui permettent en fait d'avoir des réductions chez des prestataires, sur des vacances, sur plein de choses. Donc voilà, ça fait partie aussi des avantages de travailler à l'AP. Et donc, ça, c'est pas des moindres aussi, c'est la possibilité de formation et d'évolution. Donc, on a pris l'exemple tout à l'heure de Jemima qui a pu voilà, passer l'école d'IBOD. Il y a plusieurs. Voilà, c'est vraiment en fonction de chaque profil, chaque envie. On écoute, quand on partage ces informations avec les cadres, etc., on est encadré. Donc voilà, c'est un très bel avantage également. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir participé à ça. Là, c'était la 2e édition. On va faire une petite pause estivale et on reviendra en septembre. Donc, je vous invite à nous proposer encore une fois vos services, les services qui vous intéressent. On a essayé d'écouter, on nous a demandé la suppléance, par exemple. Donc, voilà pourquoi on a abordé le sujet. Il y a plein de spécialités, plein de choses qui peuvent être abordées. Donc, n'hésitez pas encore une fois à participer et à remplir du coup le questionnaire de satisfaction et à nous dire un peu ce qui vous a plu et ce qui vous a un petit peu moins plu, peut-être le format, etc. Donc, on est vraiment très ouvert. Et du coup, en termes on en a parlé plusieurs fois avec cette adresse, la fameuse, mais n'hésitez pas voilà, à poser vos questions. On peut répondre vraiment à tout ce qui est perso, etc. Donc, n'hésitez pas pour avoir un encadrement un peu plus personnalisé. Donc, merci à tous les intervenants du coup, qui ont participé aujourd'hui. C'était très riche, très intéressant. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. On se revoit très bientôt. Profitez de votre été et à bientôt. Au revoir à tous.